Je fais, si on faisait un portail, l'idée de MyAE, c'était de faire un portail d'information. On allait mettre toute l'information qui était disponible sur le statut d'auto-entrepreneur et on voulait faire un petit outil devis facture gratuit. Et écoute, on développe notre truc le soir, le week-end, on développe MyAE. On met globalement 6 mois et on sort une version de MyAE en 2009. Et en 6 mois, on a fait 5000 inscrits. Je trouve que quand tu crées, tu as toujours l'impression qu'on va te piquer ton idée et donc tu ne veux pas en parler. Ou tu veux pas tout dire. C'était un peu, je trouve, peut-être notre manière de faire au début, quand on a lancé, c'est genre, t'es persuadé d'avoir la meilleure idée du monde, et du coup, tu la chuchotes, tu dis pas parce que tu penses que si tu la dis, quelqu'un va te piquer ton idée, et en fait, tu la confrontes pas. Et je trouve que en parler, en étant très transparent, en disant clairement, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux atteindre, c'est là où tu as les meilleurs retours des utilisateurs, et ça te permet finalement d'améliorer toujours ton idée et de voir si elle est bonne ou pas. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle semaine où j'accueille François Aupetit, CEO d'une boîte qui s'appelle Evolise. Salut François. Salut Nicolas. Comment vas-tu ? Écoute, très bien et toi ? Écoute, je vais super bien. Bon, du coup, on va passer quelques temps ensemble pour comprendre comment t'as fait pour arriver dans l'univers de l'expertise comptable avec un outil qui va servir des entrepreneurs pour les aider à faire de la facturation, gérer leur comptabilité en partie. On va voir un peu tout ça. Quelles sont les étapes d'évolution de cette boîte qui a 12 ans maintenant ? Exact. Vous avez levé 3 millions récemment, donc déjà bravo pour ça. Merci à toi. Pour une boîte rentable. C'est notre spécificité en effet. Ouais. Donc on va parler de tout ça et on va essayer de faire une masterclass un peu comment comprendre un petit peu la facture électronique aussi, un sujet qui révolutionne un peu l'industrie de la comptabilité et de la gestion et la manière de laquelle on va traiter la compta demain. Donc déjà, pour commencer mon cher François, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne savent pas qui tu es ? Écoute, donc François Aupetit, en effet je suis le président et un des cofondateurs de Triptyque, parce que la boîte s'appelle Triptyque. Ok. Ouais. Mais on est plus connu sous le nom d'Evolise. Mais en fait, on a deux solutions. Hein. Une solution qui s'appelle myae.fr, ce qui nous a permis de nous lancer, parce qu'on s'est lancé en 2008 avec le statut d'auto-entrepreneur. Et ensuite, on a évolué vers un autre outil qui s'appelle Evolise. Mais on nous connaît plus sous le nom d'Evolise. Alors, si tu peux cadrer un peu le contexte, Evolise en termes de chiffres, en termes de nombre de personnes, qu'on puisse un peu comprendre déjà dans quel univers vous évoluez et qu'est-ce que vous avez accompli d'aujourd'hui, du début jusqu'à maintenant. Écoute, ce qu'on a accompli, c'est que là, on a un outil qui fonctionne bien. On se définit comme un ERP. Alors c'est vrai qu'on utilise très peu ce terme ERP parce que notre public, qui sont plutôt des TPE, c'est pas dans leur jargon. Donc on est souvent assimilé à un outil de gestion de facturation, gestion commerciale, mais c'est beaucoup plus large que ça en fait. Donc on fait des ventes, achats, banques. Et aujourd'hui, on a plus de 10 000 utilisateurs. Plus de 10 000 clients, plus de 10 000 entreprises qui sont abonnés. Ça représente plus de 23 000 utilisateurs. On est une trentaine, on est 33 aujourd'hui. Comme tu le dis bien, en effet, on a levé 3 millions début d'année. Et on a un objectif, du coup, d'atteindre 60 personnes à la fin de l'année. 90 2024. Et après, on continuera. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, vous, à rentrer dans cette industrie ? Parce que moi, quand je suis en train de poncer ton profil LinkedIn, toi, tu bossais chez Determine, Alti Consulting. Qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver dans la compta gestion ? Ouais. Écoute, moi ce que j'ai fait des études, j'ai fait un BTS à Toulon, et d'ailleurs c'est là où j'ai rencontré mon futur associé, sans le savoir, sur les bancs de l'école. Après un BTS, j'ai fait une école d'ingé. Alors c'était une école à Marseille qui s'appelle le Groupe 4. Elle n'est pas très connue. Mais ce qui m'avait plu, c'est qu'ils voulaient allier informatique et management de projet. 2004, première promo, arrive, tu connais pas trop le truc, tu vois des locaux tout petits, première promo, tu sais pas trop où tu as mis les pieds. Mais ça m'avait plu et surtout ce qui me plaisait, c'est le côté alternance. C'est qu'en fait, ils faisaient un mois de cours, un mois d'entreprise dès le début. Donc j'ai fait ça, c'est sur 3 ans. Dernière année, je suis tombé sur... j'ai été pris chez une boîte qui s'appelle Bipac, donc qui a été rachetée par Determine depuis, qui a même été rachetée 2 fois. Je crois qu'ils ont été rachetés par Corcentric et Determine. Et là, en fait, c'était une boîte à Aix-en-Provence. Et là, c'était un peu la magie pour moi. C'est la start-up du début des années 2000, où c'est un peu le bordel. Et en fait, tout est possible. Toi, t'arrives, tu as 25 ans, il y a un projet qui arrive, tu as le malheur de lever la tête, c'est toi qui vas prendre le projet. Et en fait, tu te retrouves dans des projets où tu n'as pas trop d'expérience, mais sur des grands comptes. Eux, ce qu'ils faisaient,
c'est Solutions Web d'e-procurement. Donc tu vois, c'était gestion, optimisation des achats pour les grands groupes. Tout full web, mais on est au tout début du web finalement en France. En B2B. Et donc là, j'ai fait mon alternance, ils m'ont embauché. Je suis parti sur Paris, donc j'étais chef de projet. Donc j'ai géré, tu vois, des comptes comme les laboratoires Servier, Expansience, Céphalon, La Poste. Donc là, du coup, qu'est-ce que tu devais faire? Tu dois parler à des directions financières, comprendre comment ils achètent, et puis personnaliser l'outil, et puis faire des formations, l'intégrer. Donc ça veut dire que pour vulgariser un peu le job de chef de projet, quel est son rôle? Quelle est sa mission? Qu'est-ce qu'il fait lui concrètement? Alors concrètement, en fait, tu comprends les besoins du client et tu es l'interface entre le métier du client et la partie. Donc en fait, c'était un peu un traducteur. Parce qu'en finalement, l'informatique, elle a ses propres codes, ses propres langages que ne comprend pas forcément quelqu'un du métier. Et donc moi, mon rôle, c'était le but de mes études, c'était de comprendre le métier du client et de le traduire et d'être l'interface avec la partie IT. Voilà. Donc ça veut dire que si on prend un exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu as une boîte qui veut automatiser la gestion des flux, je sais pas, bancaires par exemple. Ça n'a jamais été fait, ils veulent développer un outil interne qui leur est propre. Ouais. Tu vois, ils veulent développer cette fonctionnalité, ils viennent te voir, en tout cas ils viennent voir une boîte comme la tienne, et donc toi tu prends en charge le projet, donc tu dis ok, quelle est ta situation, qu'est-ce que tu veux faire? Si j'étais consultant, mon métier aurait été ça, en effet. J'aurais essayé de comprendre ce que tu veux et j'aurais fait comme une espèce de cahier des charges pour parler avec les équipes techniques, dire qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui va être le succès du projet, pour que le projet puisse se développer correctement, qu'il y ait une solution technique et d'ailleurs que je puisse le proposer aux clients et puis qu'on puisse le faire évoluer. C'était ça mon job en fait au début de ma carrière. Ce qui s'est passé après, c'est que monté sur Paris, j'avais été chassé, comme on dit un peu, par une SS2I. Alors, maintenant ça s'appelle des ESN, mais à l'époque ça s'appelait des SS2I, qui revendait justement cet outil-là. Parce que j'étais chez l'éditeur, et qui me dit écoute, on a des projets, on aimerait bien finalement récupérer un chef de projet de l'éditeur pour en fait faire nos propres projets. Donc j'avais été dit pourquoi pas. Au bout d'un an, donc c'était en 2008, j'avais dit écoute, ok, moi ça me dit bien. Donc j'étais parti chez Alti, depuis racheté par Tata. Donc on voit que tu vois, Tata Consulting, une des grandes ESN mondiales. Alors moi j'ai eu ce qui s'est passé, c'est que premier jour chez Alti, c'est la chute de Lehman Brothers. Ah ouais. Début crise 2008. Tu vois, ton premier jour, il est marqué par... Génial. Ouais, génial. Là, tu te Donc dis, en fait... cool la sécurité de l'emploi pour demain. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on sait jamais. C'est exactement ça. Tu dis, bon, là, en fait, tout ce qu'on t'a vendu, d'un coup, d'un claquement de doigts, a disparu. Les projets d'optimisation, tu vois, c'était un peu... Personne ne savait où aller. Donc tous les projets informatiques arrêtés. Et là, tu te dis, mais j'ai quitté un boulot où j'étais complètement autonome, tout ça, et je me retrouve dans l'inconnu. Donc on te place, tu vois. On va te placer sur des missions mais qui m'ont pas beaucoup intéressé. Et en fait, le hasard a fait que c'était le début du statut d'auto-entrepreneur. Tu vois, 2008, fin d'année, on commençait, le gouvernement, c'était à l'époque Hervé Novelli qui avait promu en fait ce statut en disant la liberté d'entreprendre en France, c'est simple, vous créez votre boîte en 10 minutes, vous la fermez en 20 minutes, vous payez que sur ce que vous gagnez. Je trouvais ça révolutionnaire. Et donc c'est là où je me suis posé la question, de dire est-ce qu'il y a des outils qui existent pour gérer une boîte? Parce que nous, on commercialisait un outil pour gérer les achats, mais une petite TPE. Qu'est-ce qui existe pour gérer ta petite TPE qui est tout simple, hein. Et donc là, en 2008, il n'y avait rien. Alors, il n'y avait rien. Si, il y avait tous les outils que tu installes sur ta machine, ce qu'on appelait les on-premise, donc les Ciel, les EBP. C'était ça, en fait, qui faisait le marché, hein. Ils avaient, des années 80, ils avaient complètement remporté le marché, et il y avait ça, mais rien en ligne. Et donc, c'est là où j'en ai parlé à un pote, qui est mon associé. Alors, c'est marrant, parce que je te parlais tout à l'heure, on s'est rencontrés en BTS. Le hasard a fait, t'imagines, tu viens de Toulon, fait un BTS à Toulon. Lui, c'est Olivier Gasquet, il a fait son parcours, lui, il a fait un G-Média, puis il a fait une autre école. Et on se retrouve, quand moi j'étais chez Bipac à Paris, il postule dans la même boîte que moi. Combien il y a de boîtes à Paris ? Par hasard. Ah, c'est incroyable ça. On s'était un peu perdu de vue. J'arrive en entretien, on me fait passer l'entretien, je fais putain, mais Olivier, qu'est-ce que tu fous là, quoi ? C'est rigolo ça. C'est quand même drôle. Puis là, finalement, on s'est pas lâché, ça a été mon binôme. Donc pendant toute l'aventure Bipac, moi j'étais la partie commerciale, gestion de projet, et lui c'était mon chef de projet technique. On était en binôme tous les deux, donc on a fait des clients communs. On a bien rigolé, on a beaucoup appris à travailler finalement ensemble. Ah oui, là donc tu as bien compris comment lui il fonctionne, et inversement, donc ça t'a déjà permis de pouvoir t'initier à cette future association sans même le savoir. Exactement, sans même le savoir. Ouais, vous aviez déjà bossé ensemble, et donc tu savais à peu près comment tu te sentais aussi avec lui, quoi. Exactement, on a pu, on sortait ensemble, t'es à Paris, t'es
c'est la vie parisienne, tu vois, pour des provinciaux, c'était génial. Donc t'apprends à te connaître comme ça, à faire, vu que c'était un petit peu pas très bien organisé chez Bipac, on s'est retrouvés dans des situations des fois un peu compliquées, mais on a appris à les gérer, à parler des directions financières tous les deux. Et donc on a, sans le savoir, peut-être appris notre futur métier. Et donc quand c'est arrivé 2008, cette crise, et que je me suis intéressé du coup au statut d'entrepreneur, je me suis dit, bah tiens, l'idée, j'en parlais à Olivier. Moi je suis pas développeur. Si on faisait un portail, l'idée tu vois, de MyAE, c'était de faire un portail d'information. On allait mettre toute l'information qui était disponible sur le statut d'auto-entrepreneur et on voulait faire un petit outil devis facture gratuit. Tu vois. Et donc l'idée c'était d'attirer le plus possible d'auto-entrepreneurs pour monétiser le trafic. C'était ça le but. Olivier, conquis par le projet, on en parle à un autre, un de ses colocs, Jean-Philippe Duquesroy, qui lui était spécialisé en tout ce qui est SEO. Tu vois, ça matchait bien. On avait côté technique, on avait côté un peu market, moi qui étais plutôt le côté fonctionnel. Et écoute, on développe notre truc le soir. Le week-end, on développe MyAE. On met globalement 6 mois et on sort une version de MyAE en 2009. Et en 6 mois, on a fait 5000 inscrits. Ah ouais. 5000 inscrits, MyAE qui arrivait bien en tête sur tous les moteurs de recherche. En full organique en fait, ça veut dire que vous êtes vraiment concentré à la fois pour aller chercher du trafic, il y avait une bonne proposition de valeur sur ce que les gens voyaient, c'était du gratuit, et à l'époque, comme c'était un boom de l'auto-entreprise, eh bien ça a tout de suite matché parce que forcément les gens ils avaient besoin de faire des devis et des factures quoi. Il fallait qu'ils fassent ça, puis on te disait, c'était 60% de création d'entreprise, c'était en mode en auto-entrepreneur. Ah ouais. La création d'entreprise a explosé en France. Ouais, c'est clair. Et nous, on s'est retrouvés finalement propulsés à être bien positionnés. Alors, on faisait un petit peu de SEA, avec que dalle de budget, mais on faisait avec nos ressources perso finalement. Et finalement, donc on a lancé ça en juin. Donc en juin 2009, ça a fait les inscrits. Et c'est là, à la fin de l'année, on a dit, bon allez hop, on se consacre à 100% à ça. Donc on a tous les 3 quitté nos jobs et on a créé Triptyque. Donc c'était en mai 2010 où là on a commencé dans une chambre, tu vois, un mode garage un peu, tu vois, comme on dit. C'était la chambre. Olivier avait un appartement un peu plus grand que le nôtre et la boîte lui louait une pièce quoi. Voilà, on a commencé comme ça. Donc on a continué de développer MyAE, on a fait des modules payants, tu vois, pour essayer d'améliorer l'outil, démarcher des partenaires, pour leur vendre de la pub, tout simplement. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même quelque chose. Alors, il y a 2 choses qui nous perturbaient. On avait un expert comptable. Dès le début, tu vois, dans notre démarche, n'étant pas du tout dans la compta, on a dit on va prendre un expert comptable, on m'avait présenté un. Et on se rendait bien compte que ce qu'on faisait pour lui, nous on suivait nos chiffres, tu vois, en mode Excel. Et quand on voyait ce que lui nous demandait, on se dit mais en fait il nous demande exactement la même chose que ce qu'on fait. Donc on s'est dit il y a un truc qui n'est pas optimisé. Et en même temps, nous les autres entrepreneurs qui arrivaient à la limite du statut, ils avaient besoin de facturer la TVA et c'est pas ce qu'on faisait. Donc on les laissait partir. C'était pas notre. Et on disait quand même c'est dommage. Finalement, quand l'auto-entreprise commence à devenir intéressante, en fait c'est là où on perd le client. Et donc c'est là où on a commencé à avoir l'idée de dire et si on améliorait MyAE. Alors on s'est posé la question, est-ce qu'on fait un améliore MyAE ou est-ce qu'on crée un nouvel outil? Et on s'est dit écoute, les auto-entrepreneurs c'est quand même plus proche du particulier. Le particulier, c'est un bien de freemium, ça veut tester quelque chose. Donc on a dit on va laisser MyAE tel qu'il est et on va créer un nouvel outil qui s'appellera, qu'on a trouvé, Evolise. Alors Evolise, tu vois, Evolise, faites évoluer votre business. C'était notre premier slogan. Évolution is business, tu vois. ça a commencé comme ça. Donc on a créé Evolise, donc on est parti de MyAE et en fait on lui a rajouté la TVA et c'était juste la première version d'Evolise, c'était un MyAE avec la TVA. Ok, très clair. Une fois que vous avez découvert ça, c'est une extension de ce que vous aviez fait. Quelles ont été les briques d'après? En off, on m'a dit, tu me dis que vous avez quand même travaillé pas mal sur le produit, concentré aussi beaucoup d'énergie, de temps et d'investissement dessus. Raconte-moi un peu les prémices et les débuts de cette histoire chez Evolise, après cette partie-là. En fait, après, on a voulu faire un outil qui corresponde le plus possible à nos clients. Donc nous, ne venant pas du tout de la comptabilité, on n'a jamais cherché à faire un outil comptable. Donc on a développé ce que nous demandaient nos clients. Donc à chaque fois, c'était des améliorations. Donc tu vois, c'était mode agile. Chaque fois que tu avais des retours, on scorait un peu les retours de nos clients et on les développait. Et ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment, on a croisé un cabinet comptable. Donc on cherchait un peu de fonds, forcément, parce qu'on arrivait un peu à la fin de nos allocations chômage. Étant une référence sur l'auto-entrepreneur, on avait été invité par un cabinet, le cabinet Orcom à Orléans,
pour participer à une manifestation entre entrepreneurs. Et puis c'est là où, en leur en parlant, on leur parle un petit peu de ce qu'on va faire avec Evolise, et ils nous disent mais c'est vachement intéressant ce que vous voulez faire, mais vous n'y arriverez pas seul parce que vous ne connaissez pas notre métier. Et c'est vrai qu'on connaissait rien en compta. Et donc c'est là où la première brique compta, eux, ont investi de l'argent. Ils ont investi 350 000 euros À l'époque, ouais. à l'époque. On Ouais, était c'est en clair. 2011. C'était déjà une grosse somme pour nous, mais ils n'ont pas investi que du finance. Ils nous ont aussi mis à disposition une équipe de comptables et d'experts comptables qui étaient ceux qui avaient les meilleurs taux de rentabilité sur leur dossier, qui avaient finalement pour charge de nous expliquer comment fonctionnait la tenue comptable. Et donc, en arrivant à savoir comment ça fonctionnait, notre but, finalement, je retrouvais ce que je te disais tout à l'heure, le gestion de projet. Exactement. Finalement, me dire, ok, je dois comprendre leur métier. Et avec Olivier, on devait coder, proposer une solution qui fonctionne. Et donc c'est ce qu'on a fait. Tous les mois, on était chez eux pendant plusieurs mois. On a fait des allers-retours Paris-Orléans pour parler à chaque fois. J'ai nous expliqué les achats, comment ça marche, la caisse, comment ça marche, les ventes, comment ça marche. Est venue la banque. À un moment, nous, dans l'auto-entrepreneur, c'était vente-achat. Nous, on a fait vente-achat. Puis ils nous parlaient de la banque. On a fait, oui, c'est quand même pas bête quand même, la banque, c'est ça que c'est essentiel. Donc on a commencé à comprendre comment ça marchait la banque. On l'a intégré dans l'outil. Puis après, on a voulu améliorer tout ça. Donc c'était comment on pouvait collecter le relevé bancaire. Le premier relevé bancaire dans Evolise, c'était à la main que tu les importais. Donc on s'est intéressé à comment on pourrait les avoir automatiquement, mais on était en 2012 à cette époque. Ouais. Donc Là, ça paraît évident, là. Là, ça paraît évident. Il y a 10 ans, c'était pas comme ça, quoi. Il y a 10 ans, nous, on intégrait des fichiers CFONB, comme ça. C'était comme ça qu'est né Evolise. Enfin, qu'est né le relevé bancaire dans Evolise. Puis après, tu regardes, tu vois l'EBIX, SoBank, je déclare, donc tu fais ça. Puis en même temps, à Paris, tu avais ce qu'on appelait des barcamp banques. Tu avais des startups qui essayaient de libérer l'information financière. Donc on était au début du scrapping, qu'on appelle aujourd'hui la DSP2. Au début, c'était un peu underground. Ouais. Tu étais dans des caves en train de réfléchir comment tu pouvais faire pour récupérer les relevés bancaires. Tu te faisais blacklister par les banques. Donc on a commencé aussi avec ça à dire comment on va pouvoir faire pour simplifier cette collecte du relevé bancaire, le plus de banques possible, le plus en temps réel. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est quand vous avez lancé le projet, que vous avez rencontré Orcom, j'ai le sentiment ou la sensation que ça a été aussi une vision un peu différente que vous aviez sur le projet, comme si quelque chose s'est ouvert en fait dans votre esprit. C'était quoi la vision de l'évolution du produit à ce moment-là? Alors, tu vois, nous on l'a vu, quand on a vu le cabinet comptable, quand on a vu le premier cabinet comptable finalement qui était Orcom, on s'est dit mais en fait ils ont plein de clients qui sont dans notre cible. Et donc ça on s'est dit mais ça va être un formidable axe, je pense que tout éditeur, mais c'est vrai qu'on découvrait, d'expansion de notre outil. Finalement pour vendre notre outil, plutôt que d'aller chercher les 4 millions de boîtes, il fallait peut-être aller chercher combien il y avait de cabinets à l'époque, 15 000 cabinets qui avaient une grosse partie exactement de notre clientèle. Mais c'est là où on s'est rendu compte que en fait il fallait la tenue comptable qu'on n'avait pas du tout. Et donc c'est là où la vision, on s'est dit il faut que l'on intègre l'expert comptable au centre de notre outil, parce qu'on a compris que c'était important pour eux d'avoir la maîtrise, mais il faut en même temps qu'on garde notre spécificité d'un outil non comptable. Parce que c'est ça aussi qui avait séduit dans notre discours, c'était on n'est pas un outil comptable et on ne cherche pas à faire un outil comptable. Et par contre, il fallait qu'on aille suffisamment loin en comptabilité pour que ce soit intéressant pour le cabinet. C'est vrai que je me rends compte que, en tout cas de plus en plus que je creuse ce sujet et que j'échange avec des éditeurs de logiciels, que les éditeurs, ils doivent vraiment être en étroite collaboration avec les experts comptables parce que forcément, ils ont une grande connaissance du métier, normal, et puis ils ont un flux d'entrepreneurs et de clients. Et bien, c'est aussi un peu l'objectif des éditeurs de se dire, on va aussi aller capter des experts comptables, des futurs experts comptables, pour qu'ils puissent être aussi précurseurs pour recommander ces outils à leurs clients. Ok, top. Vous ne vouliez pas devenir un outil comptable. Non. Vous souhaitiez apporter une solution à un entrepreneur pour que lui, il puisse gérer sa gestion. C'était quoi un peu l'idée? En fait, l'idée, c'était de dire, si tu fais un outil comptable, tu fais finalement un peu comme tout le monde et tu perds l'entrepreneur. Parce que l'entrepreneur, finalement, lui, la compta, ça fait pas partie de son langage. Et nous, on a veillé à ne jamais mettre de termes comptables. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était vraiment être l'interface entre la manière de penser d'un entrepreneur, sa manière de voir les choses, de parler, donc faire un outil dans lequel il se sentirait à l'aise, et en même temps que ça a une utilité pour le cabinet comptable. Mais tu vois, il y a plein de fonctionnalités qu'on a mises qui n'ont aucune utilité en compta, mais qui pour le coup, quand tu es une entreprise, tu en as besoin et tu les veux. Par exemple, tu vois,
t'envoie un devis, on traque si ton devis il est arrivé, est-ce qu'il était ouvert, est-ce qu'il était consulté, on fait pareil pour les factures. Ça, en compta, ça sert à rien. Mais pour un entrepreneur, s'il n'a pas ça, il va pas envie de choisir ton outil. Et c'était un petit peu nos spécificités, nous, c'est que en fait, on ne distribue pas notre outil qu'à travers la profession. Nous, on le fait aussi bien en direct qu'en indirect. Et d'ailleurs, le nombre de clients, tu vois, qu'on a, il est à peu près équivalent. Mais nous, on en a fait un argument. Alors, des cabinets nous l'avaient reproché en disant qu'il fallait qu'on fasse un choix, on pouvait pas faire les deux. Et en fait, je pense que c'est un argument. Tu vois, on a tenu bon là-dessus parce que on expliquait. Imaginez, vous êtes un client, vous avez un client, monsieur le cabinet, et vous lui mettez à disposition un outil, mais un outil qui est fait uniquement dans votre intérêt. Finalement, est-ce que le client il va vraiment avoir envie de l'utiliser? Non, potentiellement, il va regarder qu'est-ce qu'il fait sur les moteurs de recherche, il va regarder des outils de gestion, de facturation. Il tombera sur plein d'autres solutions qui seront bien mieux pour lui que la solution que vous lui proposez qui est faite uniquement dans l'intérêt de la comptabilité. Donc nous, on a dit, non, il faudrait que si votre client, il cherche un outil, qu'il puisse tomber sur Evolise et que s'il fait un benchmark entre Evolise et tous nos confrères, qui se disent, ok, peut-être qu'il nous choisira, il ne nous choisira pas, peu importe, mais au moins ça rentre dans la compétition, plutôt qu'avoir un outil qui est uniquement dans l'intérêt du cabinet, qui serve le cabinet, mais que l'entrepreneur dise, il n'y a pas grand-chose dans ton outil, quoi. Je veux dire, il n'est pas fait pour moi. Il est bien pour toi, mais pas pour moi. Donc nous, on a vraiment voulu conserver cette espèce de grand écart qu'on fait entre les besoins de l'entreprise et celui du cabinet. On l'a pas oublié. Mais du coup, c'est intéressant pour le client d'utiliser un Evolise. Tout à l'heure, tu dis, on a écouté aussi pour faire évoluer le produit, les utilisateurs, on a scoré les demandes de fonctionnalités. Concrètement, comment ça se passe pour développer une fonctionnalité dans un outil pour répondre aux besoins des gens et comment vous décidez d'y aller ou pas? C'est quoi un peu les critères de sélection? Alors, c'est compliqué ça, parce que tu imagines, c'est le nombre de fonctionnalités qu'on nous demande. Et en fait, c'est de savoir à un moment. Nous, ce qu'on veut, on veut faire un outil qui est généraliste. On ne veut pas s'enfermer dans un métier, même si on a fait quelques spécificités métiers. Par exemple, tu vois, on a les factures de situation, les retenues de garantie. Ça sert pour le BTP. Mais il se trouve qu'à un moment donné, 30% de nos clients étaient du BTP. Donc forcément, dans le score de ce qu'on nous demandait, il reflétait un peu de fonctionnalités BTP. On a eu beaucoup de moments de service à la personne. Avance immédiate qui est apparue, qui était une fonctionnalité, on l'a faite. Mais nous, notre philosophie, c'est de faire un outil qui correspond à toutes les sociétés à partir du moment où tu fais des factures. Donc, on veut être un généraliste de la facture. Comment tu fais pour développer, pour choisir des fonctionnalités? En fait, on s'appuie énormément sur... on a 3 services, nous. Le service support, répond au client. Donc, du coup, eux remontent les demandes d'évolution de nos clients. On a le service sales. Donc, eux, ils parlent au lead. C'est-à-dire, quand tu t'inscris dans 30 jours période d'essai, ils vont voir pourquoi un prospect ne souscrit pas. Et on a le service CSM qui, lui, va s'occuper d'onboarder nos clients. C'est-à-dire quand tu t'inscris chez nous, tu n'es pas tout seul jusqu'à ce que tu sois, nous, ce qu'on appelle un client autonome. C'est-à-dire que tu es à l'aise sur le périmètre de l'outil. Et du coup, on ne te lâche pas. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui va être un petit peu des irritants, on va les savoir, on va les connaître. Et donc c'est ça qui va, plus de fois il y a le même irritant, ça va influencer en fait notre roadmap de développement. Après, faut que ce soit vrai, il ne faut pas qu'il y ait une solution de contournement, tu vois, qui soit possible. On n'essaie pas de développer absolument des fonctionnalités. Mais c'est ça qui va nous orienter vers où on doit aller. Alors il y a ça et il y a le légal, ça a beaucoup, on est certifié nous, donc tous les ans on a la FNOR qui nous certifie et donc la loi évolue et donc aussi ce qui drive notre roadmap, c'est les évolutions de la loi où on doit faire évoluer l'outil. Tu vois, la 1er janvier 2023, il fallait faire la facture sur les acomptes, la TVA. Bon on a mis la TVA sur les acomptes, ça, même si personne te le demande, tu le fais. Voilà, t'as pas le choix. Comment tu fais pour te tenir à jour des évolutions réglementaires? Tu vois, vous n'êtes pas issu du sérail. Qui c'est qui gère ça aujourd'hui? Comment vous avez ces remontées à la fois fonctionnelles, j'ai bien compris les irritants, mais aussi ces obligations légales à respecter pour les intégrer au produit, parce que si vous le faites pas, vous êtes mort quoi. Genre les clients vont vous dire ça va pas quoi. Ouais. Alors tu sais, t'as beaucoup d'outils en fait qui vont pas forcément s'embêter avec ça. Tu vois, par exemple, je te parlais de l'AFNOR. Nous, on a fait le choix d'être certifié. Donc on est certifié NF525 et NF203, mais c'est pas une obligation. Beaucoup d'éditeurs vont s'auto-attester. Donc ils vont dire, nous on respecte la loi. Donc on parle souvent de la loi antifraude et la TVA de 2018. Nous on a voulu aller plus loin pour apporter une assurance à nos clients en rentrant dans une démarche volontaire d'être certifié. Puisqu'on est certifié, il y a un club qui s'est créé, dont on fait partie, et qui nous tient du coup à jour sur toutes les évolutions de la loi antifraude et la TVA. Donc ça nous permet, à travers ce club-là, d'être au courant de ce qu'il faut qu'on fasse, d'avoir suffisamment de temps pour le développer, et ensuite de valider à chaque fois avec les audits. Alors, la prochaine audit, c'est au mois de mai, au mois de février. Donc là, j'ai déjà vu dans la roadmap, il y a des trucs qu'il va falloir qu'on fasse exactement pour être conforme. Il y a ça. Après, on fait de la veille aussi. On fait de la veille sur qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Puis bon, on a beaucoup de cabinets aussi avec qui on en parle. T'imagines bien. Donc, on est au courant de tout ce qui se passe
passe, quoi. Ok, très clair. Est-ce que tu peux me pitcher le produit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Quel problème résout-il? Pour qu'on puisse aussi un peu se projeter sur l'état actuel avec toutes les évolutions que ça a fait. Ça ressemble à quoi? Pour qu'on puisse après partir peut-être un peu sur la partie business, sur la partie facture électronique aussi. Vas-y, dis-moi un peu tout ça, mon cher François. Bah écoute, nous, notre mission, c'est d'organiser et de centraliser les informations des entreprises dans le but de les rendre plus efficaces. Si je devais faire un tweet de ce qu'on fait, c'est ça. Donc centraliser, c'est-à-dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? On va centraliser tout ce qui a un rapport avec ta gestion. Tout l'aspect vente, tout l'aspect achat, tout l'aspect banque. Tu ne gères pas une boîte si tu n'as pas ça. C'est dans Evolise. Donc on va à tout l'aspect vente, c'est-à-dire que tu vas pouvoir créer tous tes documents, des devis, des factures, des bons de commande, des bons de livraison, etc. Tu vas pouvoir te faire payer, tu vas pouvoir relancer tes clients. Ça, c'est vraiment une grosse maille sur cette partie vente. Sur la partie achat, on va collecter tes pièces. Il y a différents modes de collecte. Alors, ce sera encore plus simple avec la facture électronique, parce que du coup, on n'en aura plus qu'un. Mais aujourd'hui, on est capable de faire tous les modes de collecte, mobile, mail, collecteur, fournisseur. On va extraire les données. Donc, tu vois, on a développé une solution avec un labo de recherche pour pouvoir en fait lire des documents et extraire les données qui sont importantes, comme le feraient d'autres solutions. On ne fait pas que ça, mais disons que c'est un peu comme une aide à la saisie. Nous, c'est ce qu'on propose à nos clients. Qu'on va récupérer les données, extraire les données, récupérer la banque, et la banque va venir, nous on l'a vu comme une mise à jour des documents. Tu vois, une fois que tu as le relevé bancaire, ça paye telle facture, ça paye tel acompte, ça c'est un remboursement d'avoir, ça c'est une dépense, c'est une note de frais, parce que tu fais les notes de frais, on les a associées aux achats. Donc en fait, tu vas te retrouver avec tout ce que tu as besoin pour gérer une boîte, vente, achat, banque, qui fonctionne parfaitement ensemble. Et ça, ça va te traduire tout ça en écriture. Donc en fait, nous on s'arrête aux journaux, tu vois, journal, vente, banque, achat et caisse, parce qu'on a une petite module de saisie de caisse. On a attaché chaque écriture avec une pièce, et ensuite on passe la main à la prod. Ça c'est pour la partie compta, et surtout pour l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il a besoin lui? On est connecté à pas mal d'applications, et on va lui mettre en place des rapports. Donc lui, il va avoir tout un tas de rapports sur son activité, pas forcément des rapports comptables, les plus gros clients, les taux de rentabilité, le délai de paiement, etc. Mais lui, on va lui mettre plein de rapports sur son activité, mais jamais des rapports comptables. Donc on a une manière même de voir les choses, on fait appel à une classification. Donc c'est-à-dire qu'on dit le vocabulaire du client c'est ça, en compta ça correspond à ça. Donc ça permet, tu vois, de dire tous les rapports sont en fonction de son vocabulaire, son métier, mais derrière on en fait cette traduction. Donc voilà, en gros fonctionnellement tu vas pouvoir globalement gérer vente, achat, banque, note de frais dans une seule et même outil et assurer une interface avec ton cabinet comptable. Très clair. Donc une fois que tu as tout ça, est-ce que vous pré-réalisez des écritures comptables avec l'outil pour que ça puisse être exporté directement dans le logiciel de production du cabinet? Oui, c'est ça. Nous, en fait, le cabinet va faire ses réglages au début. Quand il va mettre en place le dossier, il va régler Evolise. Donc, c'est-à-dire qu'il va créer des classifs, il va mettre des comptes comptables. Et ensuite, une fois qu'il a fait ce réglage, le fait d'utiliser l'outil, on va produire des journaux. Et en fait, ce sont en effet ces journaux qu'il va importer dans son outil, que ce soit un MyUnisoft, un ACD, un Cegid, peu importe. Alors, il y a des outils avec lesquels on est plus ou moins intégré. On arrive même à faire de l'intégration en temps réel d'écriture. Mais nous, pour faire simple, puisqu'on parle quand même beaucoup à un public de comptables, nous, on fait la compta auxiliaire. Mais on ne fait pas la compta générale. On s'arrête à la compta auxiliaire. Et notre but, c'est d'alimenter ensuite des outils de prod. Ok. C'est quoi un peu la vision du projet là, dans les 5 à 10 prochaines années? Qu'est-ce que vous projetez? Nous, on se projette beaucoup dans la réforme, la facturation électronique. C'est quelque chose, d'ailleurs, on parlait de la levée de fonds. Sans levée de fonds, en fait, on y est déjà, nous. Parce qu'on est déjà connecté à Chorus. Chorus, donc ce sera un peu l'outil qui va centraliser les flux. Depuis 2020, toute entreprise, même un auto-entrepreneur qui facture quelque chose à la mairie du petit village, il doit l'envoyer dans Chorus. Donc nous, on est déjà dans Chorus depuis 2020. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont élargir Chorus à tous les échanges B2B. Nous, l'avenir, comment on se voit, nous, c'est être l'outil de référence sur la réforme de la facturation électronique. Parce que finalement, la réforme, c'est envoyer des factures de vente, c'est des achats, et ce qu'ils appellent le e-reporting, c'est la mise à jour du statut. Est-ce que c'est payé, est-ce que c'est pas payé, est-ce que c'est accepté, pas accepté? En fait, on le fait déjà. Nous, quand on a lu la réforme, sans blaguer, on s'est dit, mais en fait, ils ont calé Evolise ou quoi? En fait, ils ont regardé le fonctionnement d'Evolise et ils ont dit, tiens, c'est la réforme. Parce que tout ce qui est prévu dans la réforme, tu l'as déjà dans Evolise. Donc nous, c'est ce qu'on dit au cabinet, c'est si vous mettez du Evolise déjà chez vos clients, en fait, vos clients sont déjà prêts. Ce qui nous manque aujourd'hui, comme tous les éditeurs, c'est les tuyaux. Tu vois, il faut juste qu'on aille raccorder. Alors, nous, on a déjà un tuyau sur le B2G et il faut juste qu'on aille raccorder le tuyau avec le futur Chorus. Et donc ça, on est comme tous les éditeurs, on attend un petit peu l'administration qu'elle finalise ses specs, parce qu'on est dans les échanges avec eux,
comme plein d'autres, et donc on attend un petit peu qu'ils nous disent comment faire. Mais voilà, nous, notre avenir, c'est cette réforme de la facturation électronique. Voilà. Est-ce que, pour des auditeurs qui ne savent pas ce que ça veut dire, la facture électronique, est-ce que tu peux nous pitcher un peu cette nouvelle ère qui arrive dans la comptabilité, où on dit que l'expert comptable ne va pas plus servir à rien, mais en tout cas, c'est une histoire. Ça va être gravé dans l'histoire, ça. Et donc, on va changer le métier, on va changer le modèle. Là, on est vraiment dans la destruction créatrice, quoi. On va créer d'autres opportunités pour la filière. Est-ce que tu peux pitcher un peu ou nous expliquer qu'est-ce que c'est la facture électronique et en quoi ça va bouleverser ou ça peut faire peur à des gens qui sont dans cette industrie de la comptabilité et de la gestion? Alors, je suis d'accord avec toi que ça peut faire peur, mais en même temps, je pense que ça va être l'occasion pour les cabinets comptables, finalement, de faire réellement ce pourquoi ils ont voulu faire l'expertise comptable, qui est avant tout de conseiller les clients. L'administration, dans les échanges, elle nous a dit, c'est la plus grande révolution dans l'économie française depuis la Seconde Guerre mondiale. Bah ouais, c'est clair. Ils nous ont dit, à côté, le passage dans l'euro, c'est rien, c'était une division. Là, on est en train... Une division. C'était ça. Je vois. Là, finalement, on est en train de standardiser, tu vois, on est en train de standardiser des échanges inter-entreprises. Et finalement, l'administration fait ce que tous les éditeurs en ont vendu au cabinet, parce qu'on leur a tous vendu l'automatisation de la tenue comptable, mais c'était pas possible. Et la seule personne, c'est pas les seuls, mais la seule organisation qui pouvait le faire, c'était l'État. Parce qu'ils ont mis des règles, ils ont dit, voilà, maintenant, avec la facture électronique, ça va marcher comme ça. Alors, c'est quoi la facture électronique ? En fait, t'as un standard d'échange de factures entre deux entreprises, et à chaque fois, l'information d'échange d'une facture entre une entreprise A et une entreprise B, à un moment, passera par l'État. Et l'État saura qu'est-ce qui est passé d'une entreprise A à une entreprise B. Ce qui est d'une vente d'un côté est un achat de l'autre, et en même temps, elle va demander aux entreprises de dire, là, la facture, est-ce qu'elle est payée ou pas ? Finalement, quand tu vois ça, tu te dis, en fait, si j'ai standardisé les échanges, en gros, tu standardises déjà... Alors, la collecte, c'est-à-dire que c'est l'État qui va faire la collecte pour toi, parce que tu n'enverras demain plus ta facture à l'entreprise. C'est comme si tu l'envoies à l'État et c'est l'État qui l'envoie à l'entreprise. Donc la collecte, elle a réglé le problème. Ça veut dire que dans la visualisation là, du flux, ça veut dire que l'outil de production ou l'outil de facturation, il va envoyer la facture dans un tuyau. Qui va arriver chez l'État. Ok. Et c'est l'État, puisque tu leur dis, moi je veux l'envoyer à tel numéro SIRET, qui va dire, ok, le numéro SIRET un tel, c'est chez lui. Donc, j'envoie la facture d'achat à la société. Vers cet autre tuyau. Donc, la facture, elle est reçue chez le client. Oui. OK. Et donc, là, on a compris la personne qui facture et celle qui achète. Oui. Au moment où le fournisseur ou le client paye, eh bien, l'information arrive à l'État. Voilà. Il dit en même temps, cette facture-là, je l'ai payée. OK. Donc, du coup, l'État sait que c'est payé. Donc, ça veut dire que de l'outil de production, il va pouvoir payer pour certains. Tu vois, et en fait, de l'outil de production ou de gestion, de gestion, de gestion plutôt, eh bien, il paye. L'information est indiquée dans l'outil de gestion que c'est payé, et donc l'outil de gestion renvoie l'information vers le tuyau. Coco, État, c'est payé. Exactement. Ok. Alors pourquoi ? Alors du coup, attends, et ça fait quoi ? Quand tu fais ça, quand tu dis que c'est payé, ça revient à faire quoi ? Du lettrage. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que la facturation électronique, avant, tu avais la gestion on déterminait la compta on déterminait la fisca. En fait, maintenant, l'État, il a dit, ok, tu vois, le volet compta, moi, je vais mettre au niveau de la gestion. Donc, en fait, on va faire gestion, fisca. Et c'est là où, en fait, tout ce qui se passe. Alors, pour la TVA, parce que, évidemment, ça remplace pas du tout l'impôt sur les sociétés, etc. Mais bon, la TVA, c'est quand même, je crois que c'est 45% des revenus de l'État. Hein. Donc, finalement, l'État reprend la main sur le pré-remplissage, parce que c'est leur objectif, c'est de pré-remplir la TVA, reprend la main sur la collecte presque de cet impôt, enfin de cette c'est la taxe, de cette taxe quoi. Comme ça leur permet aussi d'avoir une vision en temps réel de ce qui circule, et donc j'avais vu aussi que ça leur permettait, en tout cas c'est ce qu'ils vendent aussi, ça leur permettait de réagencer leur politique à eux, pour l'économie, et donc de pouvoir prendre des décisions eux aussi en temps réel par l'information qu'ils reçoivent. Exactement, ça fait partie, ils ont 4 objectifs, et en effet tu as raison, un des objectifs c'était, ils ont appelé ça comme avoir des données en temps réel sur l'économie française. Et ils avaient pris notamment l'exemple du Covid en disant, si on avait eu cet outil pendant le Covid, alors on aurait davantage connu les entreprises et les régions qui souffrent, et on aurait mieux orienté les aides. Normal, si t'as pas de données, tu fais avec peut-être le bon sens, et là pour le coup, demain tu te diras, je sais exactement qu'est-ce qui pêche. Et pour quelle raison on dit que ça va tuer la production comptable ?
tu vois, la facture électronique. Pourquoi les gens, ils ont autant peur de ça? Bah, ils ont peur. Déjà, je pense que tout changement fait peur. C'est clair. Voilà, ça, je pense que c'est déjà quelque chose. Après, finalement, tu peux te dire, est-ce que ton client, demain, quand il va voir sa TVA pré-remplie par l'État, aujourd'hui, il paye, en effet, il paye son cabinet comptable tous les mois, notamment pour faire sa déclaration de TVA, pas uniquement, mais ça représente une importante partie. Demain, il va dire, ok, pré-remplissage, il va falloir contrôler au début. Mais est-ce que finalement, au bout d'un moment, il va se dire, mais est-ce que c'est vraiment utile de toujours contrôler? Est-ce que finalement, ce que l'État me dit, c'est juste, il n'y a aucune raison que ce soit faux, et finalement, est-ce que j'ai vraiment encore besoin de mon cabinet comptable pour faire ma TVA? C'est là où il peut se poser la question. Donc il va auditer, mais bon, auditer et faire, c'est deux métiers complètement différents. Et est-ce qu'à un moment donné, il ne pourra pas se dire, finalement, je gère ma société, j'ai mon outil qui me permet de récupérer mes factures, qui permet de les émettre, je suis mes paiements, donc c'est bien, ça met aussi de la rigueur, tu vois, dans la gestion d'une entreprise, parce qu'il y a aussi quand même quelques délais. Tes factures, tu dois les envoyer en temps réel, et la partie rapprochement, lettrage, que l'administration appelle e-reporting, aujourd'hui le calendrier, c'est tous les 10 jours qu'on te demande de le faire. Donc imagine, ça veut dire que si c'était le cabinet qui le faisait, il faudrait qu'un cabinet soit capable de faire 3 fois la TVA par mois. Impossible. Ça me fait doucement rigoler là. Impossible. Impossible. Donc c'est forcément quelque chose qui va arriver, qui va revenir finalement dans les mains de l'entreprise. Et finalement, l'entreprise, si elle a fait son lettrage elle-même, parce qu'elle est obligée de le faire tous les 10 jours, c'est là où elle pourra se poser la question, mais mon cabinet comptable peut-être ne va plus me servir à faire la déclaration de TVA. Attention, il faudra toujours faire un bilan. Bien sûr. Bilan, liasse fiscale. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que finalement, tu vois un cabinet comptable qui est vraiment dans le conseil. Ce qui lui manque toujours, c'est la donnée en temps réel, tu vois, la mise à jour, la collecte des infos, l'interprétation des données. Là, demain, avec la facture électronique, c'est fini. Tu vas pouvoir conseiller tes clients réellement en temps réel. D'ailleurs, on entreprend rarement pour faire sa comptabilité. On devient aussi rarement un expert comptable pour traiter la petite compta ou la TVA tous les mois. C'est une partie de l'histoire, mais globalement, on fait quand même 8 ans d'études pour ça. Ouais. On bosse aussi pas mal, et l'intérêt, et moi j'en reçois plein d'experts comptables ici, et j'en connais plein qui disent mais moi la compta j'aime pas ça quoi, tu vois, j'ai envie d'aider mes clients à performer, leur apporter du conseil sur la partie finance, gestion, data, juridique, optimisation, etc. Donc moi je trouve que c'est super vertueux, et c'est bien que les jeunes en tout cas qui rentrent dans cette industrie, ou les personnes qui veulent rentrer dans la filière de la compta gestion, qui puissent avoir aussi cette vision plus data analyse, tu vois, bien sûr, pour apporter vraiment de la valeur. Et tu vois, regarde, tu parles de profil, il y a aussi ce que je vois beaucoup moi, c'est quand même un métier, tu vois, les cabinets, enfin un secteur où il y a des problèmes de recrutement. Tu vois, c'est quand même compliqué de recruter des comptables. Tous me le disent, on est d'accord. C'est compliqué. Ouais. Tous ceux que tu reçois, je pense qu'ils disent la même chose. Ouais. Finalement, tu vois, avec la facturation électronique, tu n'as plus besoin de profil comptable. Et nous, on voit des cabinets qui changent complètement les recrutements, et qui en fait vont recruter des personnes qui vont faire de l'administratif. Parce que finalement demain, ton client, qu'est-ce qu'il va avoir besoin? En effet, il a peut-être plus besoin que tu lui fasses sa déclaration de TVA. Mais demain, ça veut dire qu'il faut qu'il soit à jour sur son outil, il a quand même de l'administratif. Et est-ce que finalement le cabinet, il va pas plutôt dire, je vais avoir des personnes qui vont passer plus de temps chez le client, qui vont lui faire de l'administratif, comme le font des assistantes externalisées. Hein. On travaille beaucoup de ces profils-là. Et finalement, est-ce que le fait d'apporter plus de valeur visible par le client, parce que finalement, quand le cabinet lui fait sa déclaration de TVA, quelle valeur t'apporte? Tu réponds à une contrainte fiscale. Oui. Il n'a pas le choix. Donc c'est normal en fait. Il n'y a rien de spécial pour un entrepreneur ou une entreprise qui paye pour ça. Bon, il n'est pas bluffé quoi. Il n'est pas bluffé. Et aujourd'hui, les cabinets, quand ils le font dans leur outil de prod, tout le lettrage qu'ils font, tu vois, dans l'outil de prod pour faire la déclaration de TVA, si le client il l'a pas, en fait, lui il le fait de toute façon ce job. Et tu vois, c'est pour ça aussi que nous on avait développé Evolis, c'est de dire, finalement. Je te disais, le point de départ, on se rendait compte qu'on faisait la même chose côté au début de notre aventure, côté entreprise que côté cabinet. Finalement, le cabinet pourrait se dire, moi aujourd'hui, il y a plein de choses, plein de données que j'ai dans mon outil de prod. Mon client, il va le refaire, parce que lui quand même, il suit qui l'a payé, qui l'a pas payé, il relance. Donc, finalement, le boulot est fait 2 fois. Demain, si le cabinet dit, écoute, en fait, je vais le faire dans ton outil de gestion, c'est le même boulot que tu fais. Mais par contre, c'est visible et ça profite immédiatement à ton client. Et du coup, la valeur visible, tu vois, la valeur ajoutée, ce qu'il va voir de ton travail, il en profite immédiatement et il sera certainement plus à même d'accepter de payer pour ce travail-là. Donc finalement, qu'est-ce que ça va changer? Si tu le fais dans l'outil de prod, en effet, ça sert à rien. Si demain, tu fais le même métier que tu fais dans l'outil du client, nous c'est ce qu'on dit dans l'ERP du client, alors tu rends visible ton travail. Et là, ton client, il est davantage prêt à payer. Et puis là, tu peux lui vendre aussi des missions administratives. Donc nous, c'est vers ça qu'on accompagne la profession, d'être moins dans la comptabilité et plus dans la gestion et dans l'outil du client. Et c'est pour ça que
on prône on prône ça, cette idée de dire que l'avenir du cabinet n'est pas dans la compta, elle est dans l'ERP du client. S'il y avait une orientation, un message qu'on pouvait faire passer, c'est avec la facture électronique, tu dois t'intéresser à l'outil du client. Très clair, merci mon cher François. Passons sur la partie un peu business, on rentre un peu chez Evolise. Là vous avez levé 3 millions. À quoi va servir cet argent, sachant que comme tu me l'as dit, vous êtes une boîte rentable. En gros vous n'en auriez pas eu besoin pour faire votre bonhomme de chemin. Mais concrètement, où est-ce que vous allez mettre cet argent? En fait nous c'est un coup de nitro, tu vois. C'est un peu comme ça que je le vois, c'est qu'on a fait 30% de croissance l'année dernière, on pouvait continuer à aller vers la facturation électronique en étant rentable, il n'y avait aucun problème. Après, nous, on y voit une opportunité, justement, c'est beaucoup de changements, et on voulait accélérer. Tu parlais de comment on fait pour développer, comment on fait du scoring. En fait, on veut aller plus vite. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces 3 millions? Alors, de ces 3 millions, plus la croissance, c'est ce que j'aime bien dire, ce n'est pas juste 3 millions qui sont investis, c'est la croissance qu'on fait naturellement plus ça. Recruter énormément de personnes. C'est quand même doublé pour nous. On a mis 12 ans à arriver à 30, rentable. Tu vois, là, on va doubler en un an. Profil technique, communication aussi. Donc on veut être plus connu, meilleur produit, donc avoir une grande notoriété en fait sur la partie facturation électronique. On veut être l'acteur de référence. Donc les 3 millions levés vont nous permettre d'occuper le terrain, de faire savoir qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises, qu'est-ce qu'on fait pour les cabinets, parce que je te parlais d'ailleurs de changement finalement de métier, les accompagner là-dedans et de foncer dans être l'acteur de référence, quoi. Là ça va être un peu la bataille, parce que j'ai l'impression aussi que chez tous les éditeurs, c'est aussi un peu le combat à mener. Ouais. Moi, je les connais bien tous, un petit peu. Donc, je trouve ça assez cool, en tout cas pour l'utilisateur final. Parce que, en gros, si chacun fait correctement son job, ça profitera à l'entrepreneur, puisqu'il aura un outil fort, et puis il aidera aussi des cabinets. Comment tu vois un peu la compète, toi? Moi, je vois la compète, tu vois... Moi, je me dis que dans notre milieu, tu as beaucoup d'entreprises qui lèvent de l'argent. Ça fait partie pas des prérequis, pas du tout. Mais on parle beaucoup de ceux qui lèvent, on parle pas beaucoup de ceux qui sont rentables. Et dans cette compétition, quand tu développes un outil, il faut beaucoup de moyens. Nous, on aura mis le temps pour développer quelque chose. Et maintenant, on a des moyens pour accélérer. Je pense que dans cette compétition, est-ce que des boîtes non rentables arriveront toujours à lever et feront partie de l'aventure demain? Ça, je ne sais pas. Tu vois, on parlait un peu, regarde QuickBook. C'est pas la puissance financière qui fait que demain, tu prends le marché. Donc, il y a un moment, tout prend du temps. Tout prend du temps pour construire les choses. Donc, demain, oui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur le marché, qui ont le même objectif que nous. Je veux dire, on n'invente rien là-dessus. Par contre, ça va être tout dans l'exécution. Voilà. Et donc, la rapidité, c'est bien, mais c'est pas gage de viabilité, c'est pas gage de durée dans le temps. Voilà. Et nous, on s'inscrit dans le temps. C'est ça qu'on montre aujourd'hui. Ça fait 12 ans qu'on existe, on sera encore là dans le futur. C'est quoi la culture chez Evolise? Comment vous recrutez les gens? Quelles sont la mentalité, les profils que vous recrutez? J'ai l'impression que c'est un outil un peu à part dans l'écosystème comptable et financier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'envers du décor à l'intérieur? Alors chez nous, oui, les recrutements. Alors recrutement, c'est toujours compliqué parce qu'on est très exigeant sur les recrutements. Et en fait, on cherche beaucoup une personnalité. Nous, quand on recrute, c'est d'abord qui, après quoi. C'est toujours ce qu'on s'est dit. Donc même une personne qui change de poste chez nous, elle peut changer de poste parce qu'on dit des fois, le poste évolue, il faut absolument qu'on garde cette personne. Et donc c'est qu'est-ce qu'on va lui faire. Et donc nous on cherche beaucoup des profils, des profils passionnés par ce qu'ils font, passionnés par le digital, mais c'est une attitude tournée autour du client. Nous on aime bien, on prône l'autonomie chez nous. Donc on cherche des personnes à qui on donne un cadre et après évolue dans ce cadre. On cherche, ça va être beaucoup test. Tu vas tester des choses, donc tu as la possibilité de tester. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ça nous arrive. On a testé plein de trucs, on en a foiré plein. Mais par contre, on a appris et on répète pas les mêmes erreurs. Donc c'est ça qu'on aime faire chez nous. On aime recruter des personnes qui sont dans cette dynamique de dire j'ai compris les objectifs qu'on a fixés et je me les approprie et je vais évoluer et je vais être autonome pour les atteindre. Nous, tous les ans maintenant, on met en place ce qu'on appelle des OKR. C'est-à-dire qu'on a défini 4 objectifs pour l'année 2023. Ces 4 objectifs, ils sont déclinés avec des indicateurs clés, donc mesurables.
Et donc en fait chaque équipe va dire je prends les objectifs qui sont fixés par la direction et je me fixe mes propres objectifs pour y arriver. Et c'est ça, mais ça nécessite une autonomie. Donc c'est un suivi, tu vois, tous les trimestres de ces objectifs, mais on prône le côté où les gens qu'on recrute, ils sont meilleurs que nous dans leur domaine. Donc on leur fait confiance. On cherche pas à recruter des gens qui savent pas de quoi ils parlent. Donc vu qu'ils sont les meilleurs dans leur domaine, au moment où on a recruté, du coup on les laisse faire, on les laisse accomplir ce pourquoi on les a embauchés. Donc c'est une culture assez cool. On se prend pas la tête chez nous. Bon après comme dans beaucoup de sociétés, mais voilà c'est un peu viens comme t'es quoi. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez mis en place le système des OKR? OKR, c'est objectif et... Key Result, ouais. Ouais, exactement. Ça fait, écoute, là, ça fait, pour être très transparent, 4 mois. Ok. Et qu'est-ce que t'en retrouves? Est-ce que tu vois quelque chose de bénéfique à la fois pour le management et pour l'implication des équipes? C'est quoi un peu ton feedback là-dessus? OKR, c'est un truc qui a été initié par le fondateur de Intel, c'est ça? Ouais. Les plus grosses boîtes comme des Google, etc. Des Amazon, tout ça. Ils utilisent cette méthode. Ouais. C'est quoi ton feedback? Parce que généralement, ça prend un peu de temps pour pouvoir les mettre en place. Ouais. Alors écoute, nous, on prône l'agilité dans la boîte. Donc l'agilité, c'est surtout de la partie IT Tech. Et finalement, dans les OKR, on a vu que c'était le moyen de porter l'agilité au niveau entreprise. Moi, comme je le vois, c'est un moyen. Je vois un peu comme... je compare un peu une société à un bateau. Et tu vois, les OKR, ça permet de fixer... Tu as l'horizon, tu sais pas trop où tu vas, mais il faut embarquer tous les bonhommes dans la même direction. Donc, soit tu vas faire des virages, tu vois, à droite, à gauche, parce que tu sais pas trop où tu vas. Soit avec les OKR, tout le monde a l'objectif. Et au moins, la boîte est alignée vers un sens commun. Donc nous, on est des bébés là-dessus, hein, parce que tu vois, 4 mois, on n'a même pas fait 1 an avec. Donc on l'a mis en place en septembre. On a fait un séminaire dans le Verdon, et puis c'est là où on a mis en place sur l'année 2022, sur ce qui restait. On sait que derrière, c'est compliqué à mettre en place, et qu'il y a même d'ailleurs, il y avait des... Je sais plus qui c'était, je crois que c'était Blablacar qui avait mis ça en place, et il y avait des témoignages comme quoi ils avaient baissé, alors peut-être pas Blablacar, mais je sais qu'il y avait des sociétés qui avaient mis en place les OKR et qui avaient baissé au début dans les performances avant de pouvoir réaugmenter. Nous, on en est conscient, mais ce en quoi on voit, c'est la manière vraiment d'embarquer tout le monde dans la même direction. Et du coup, tu as une nouvelle personne qui arrive dans son service, on va lui présenter les objectifs de la boîte, les objectifs du service, comment on fonctionne, et on y va. Toi, en tant que CEO, c'est quoi les indicateurs clés que tu analyses pour faire progresser ton projet, le projet commun que vous avez tous ensemble? Nous, les indicateurs clés qu'on va avoir, c'est évidemment la progression, en fait, le nombre de clients qu'on va avoir, le nombre de clients, la progression d'un mois sur l'autre du nombre de clients. Ce qu'on regarde évidemment, c'est le churn. Pourquoi les clients nous quittent? Alors des fois, quand ils quittent parce qu'ils ferment leur boîte, il n'y a petit peu rien. Mais est-ce qu'il manque quelque chose qu'on pourrait résoudre? Le taux de satisfaction, tu vois, c'est sûr qu'on va regarder un peu les retours qu'on a sur l'outil, sur le service client. Qu'est-ce qui va vraiment nous... là, c'est aussi beaucoup la notoriété. Est-ce qu'on parle de nous? Parce que finalement, on va investir beaucoup sur prendre la parole sur la facturation électronique. C'est est-ce que derrière, on est vraiment reconnu comme un acteur de cet écosystème. Voilà, donc nous, les indicateurs clés, c'est essentiellement en effet la croissance. Et je t'avouerai quand même la rentabilité. Parce que mine de rien, on a toujours piloté avec cette notion de dire il faut qu'on soit une boîte à l'équilibre. Là, ce qui va être un peu neuf pour nous, c'est que... quand tu lèves des fonds, c'est que tu n'es pas à l'équilibre, au moins pour les 2 prochaines années. Donc, ce que je vais regarder quand même, c'est que qu'on puisse remonter, tu vois, qu'on puisse maîtriser quand même cette descente. Voilà. Ce qui est assez marrant, c'est vrai que quand tu as une culture de la rentabilité, de passer dans le sens inverse, ça risque un peu de te perturber, de te chatouiller, ouais. Tu vois. On va plonger dans le sud, là. On va dans le sud, là. Exactement. Comment ça s'est passé, la levée, du coup? Comment ça marche? T'es parti voir quelqu'un? T'as fait du réseau? Comment ça s'est passé? En combien de temps? Ça a été quoi l'histoire? Alors, écoute, l'histoire, c'est qu'on a rencontré 4 fonds en tout. 4 fonds. On n'a pas pris de lever. C'était une question qu'on s'était posée. Beaucoup vont faire appel un peu comme une banque d'affaires ou un lever de fonds, ce qu'on appelle. Nous, on ne l'a pas fait. J'ai la chance d'avoir un associé qui nous a rejoint. Là, je t'ai parlé beaucoup d'Olivier, mais il faut que je te parle aussi de Julien Chevry, qui est expert comptable. Ah, tu vois, pas mal. Voilà. C'est bon pour... C'est bien. Et donc, Julien nous a rejoint, tu vois, en 2021, en septembre. C'était un client, à la base, que j'avais rencontré en 2015, qui était dans le cabinet Easyco,
cabinet dans le nord de la France. Et un passionné de RP qui, à un moment, et là, il a fait un peu le tour du métier. Et passionné par RP, il s'est dit, tiens, il avait déployé pas mal d'Evolis. Il a du coup passé le cap de venir travailler chez nous. Donc il s'occupe, Julien, de toute la partie expertise comptable. Donc c'est vrai que quand tu as un profil aussi comme ça, avec toi, ton associé, tu te dis, les chiffres, tu vois, la manière de présenter, d'imaginer un bilan, comment ce sera dans le futur, c'est beaucoup plus simple. Donc on s'est dit, ok, on va le faire tous les deux. Donc on est allé, on a construit notre business plan, notre pitch. Moi j'avais 4 ou 5 contacts de fonds. On les a sollicités, on a tous eu des rendez-vous. Il y avait finalement des fonds où, tu sais, les fonds ça dépend aussi beaucoup de ton étape. Alors dans quoi il investit, mais aussi ton étape de développement. Et finalement sur les 5 fonds, il y en a 2 qui partaient avec nous, qui acceptaient. Pas mal. Voilà. Un bon taux de transfo quand même. Ça a été un bon taux de transfo. Je trouve qu'on n'a pas passé beaucoup de temps non plus, finalement, à essayer d'avoir des premiers contacts avec des fonds. Et finalement, on est parti donc avec Odyssey Venture parce que c'est ceux avec qui on s'est senti le plus à l'aise. Ils nous ont aussi appris des choses sur nous. Ce qu'on aime bien dire, c'est que finalement, ils nous ont posé pas mal de questions sur comment on calculait tel indicateur, comment on en arrivait à cette conclusion, le taux de churn. On leur fournit ces données, puis finalement, la relation qu'on avait avec eux nous faisait poser des questions. On arrivait à calculer des choses en disant « Ah oui, c'est pas mal cet indicateur-là, on l'avait pas vu. » D'accord. Et du coup, on s'est senti en confiance. Et ça, je pense que ça se fait beaucoup comme ça, finalement. C'est important d'avoir un... Alors, nous, on a une relation qui est très équilibrée. C'était ce qu'on voulait. On voulait pas perdre la majorité. Et on voulait que, finalement, le fonds soit comme un associé qui n'ait pas plus de droits que les autres. Voilà, c'était pour ça aussi c'était nos critères un peu de recherche de fonds. Et c'est ça qu'on a trouvé, en fait, avec eux, où des gens à l'écoute, qui connaissent, en fait, notre marché, qui connaissent les éditeurs de logiciels et on se comprend. Voilà. Trop bien. Donc voilà, on a mis presque un an. Quand même. D'accord. On a le premier contact, je crois qu'on a lancé les dossiers, c'était fin février 2022, début mars. Et tu vois, on a conclu, je crois que c'était décembre. Ouais, et puis dans toute cette prise de contact, il faut toujours aussi montrer patte blanche, une progression. Il ne faut pas arriver en mode la boîte elle se casse la figure. Il faut aussi garder cette progression au fur et à mesure. Souvent les fonds, ils analysent ça aussi. Bien pas sûr. rentrer d'un seul coup, ils regardent pendant quelques mois si aussi ce que tu as projeté au départ se confirme ou pas. Exactement, ça se confirme ou pas. Puis c'est là où avoir beaucoup de données et être dans une situation d'équilibre est très confortable parce que c'était aussi, nous on avait la possibilité à un moment d'appuyer sur le bouton rouge et de dire ça nous va pas, on n'est pas en danger nous, ok, on remettra ça l'année prochaine. Donc c'est aussi une situation où finalement les chiffres qu'on avait avancés d'avoir dans les prochains mois après les premières discussions, ils étaient là, on était dans nos chiffres. Ok. Voilà. Très clair. On arrive à la fin de cet épisode, cher François. J'ai quelques petites dernières questions à te poser. Dis-moi. J'aimerais savoir comment tu fais pour progresser dans cette industrie. À la base, tu n'es pas issu de cette filière, tu es plus dans la tech. Comment tu fais pour te mettre à jour et rester au fait de tout ce qui se passe dans la comptabilité, la gestion, l'expertise comptable, et même d'un point de vue général en tant qu'entrepreneur, comment tu progresses toi? Moi je discute beaucoup, j'apprends beaucoup, j'aime bien m'entourer de personnes qui sont des références dans leur domaine. Donc tu vois, par exemple pour tout ce qui est question un peu facturation électronique, légale, piste d'audit fiable, j'ai une personne que je fais intervenir qui vient de la fiscalité. Je suis pas tout seul en même temps, moi j'ai 3 associés. Donc tout ce qui est comptabilité, tout ça, ça va être plus Julien. Olivier, il est très porté tout ce qui va être agilité dans les entreprises, produits. Donc lui c'est plus la personne de l'interne, tu vois. Donc il fait aussi beaucoup de veille dessus. On discute énormément, donc ça permet de progresser. Puis maintenant, tu as beaucoup de littérature dessus. Tu vois, quand on s'est lancé en 2010, le monde du web, tu n'avais pas grand-chose. C'est clair. Donc on était un peu seul au monde. Là, aujourd'hui, regarde, des podcasts comme tu fais, des articles sur la gestion, sur l'entrepreneuriat, sur le web, il y en a plein. Donc il y a plein de retours d'expérience dessus. Et donc moi, je me nourris beaucoup de ça. Ok, voilà. Très clair. Pour terminer cet épisode, est-ce que tu aurais un conseil à partager? Et pas forcément un conseil business. Est-ce que quelqu'un, ou toi, tu as vécu une expérience de vie, que tu te dis, tiens, si je le donne et je le transmets à quelqu'un, c'est presque un cadeau que je peux lui faire, ou en tout cas quelque chose que tu as appris et qui t'a vachement transformé ou aidé, que tu as partagé nulle part et que tu pourrais partager ici, par exemple? Écoute, je trouve que quand tu crées, tu as toujours l'impression qu'on va te piquer ton idée, et donc tu veux pas en parler. Ou tu veux pas tout dire. C'était un peu, je trouve, peut-être notre manière de faire au début, quand on a lancé, c'est genre, t'es persuadé d'avoir la meilleure idée du monde, et du coup, tu la chuchotes, tu dis pas, parce que tu penses que si tu l'as dit, quelqu'un va te piquer ton idée, et en fait, tu la confrontes pas.
Et je trouve qu'en parler, en étant très transparent, en disant clairement qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux atteindre, eh ben, c'est là où tu as les meilleurs retours des utilisateurs et ça te permet finalement d'améliorer toujours ton idée et de voir si elle est bonne ou pas. Donc moi, si je pouvais donner un conseil, c'est ne pas avoir peur. Les idées sont dans l'air, de toute façon, il y en a plein qui auront exactement la même idée que la vôtre, il y en a qui nous écoutent et qui veulent monter un business. Les idées sont dans l'air, il y en a plein qui les auront les mêmes. Ce qui va finalement faire la différence, c'est l'exécution. Et ça remplacera jamais qui tu es. Donc finalement, parle-en, confronte, tu vas rencontrer des gens, tu vas en attirer qui vont dire bah tiens, j'ai exactement la même idée mais je vais pas la faire tout seul, tu vois. Donc je vais m'associer à toi et voir ils vont t'apporter une nouvelle réflexion, une nouvelle piste que tu n'auras jamais imaginée et ça va te faire grandir. Donc ne pas avoir peur de parler de ce qu'on veut faire et d'être transparent. Trop cool, je partage aussi ce point de vue et je trouve que c'est un super conseil de pouvoir le confronter parce que tu le confrontes pas, tu sais pas. Voilà, exactement. Et donc en fait, c'est pas toi qui as raison, c'est les autres et la perception de ce qu'ils vont Test avoir. and learn, tu testes, tu apprends et puis tu t'ajustes et puis tu répètes. Super. Merci mon cher François. Si les gens veulent te retrouver, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur LinkedIn te voir? Sur LinkedIn, je suis pas toujours le plus présent sur les réseaux sociaux, mais oui, tu peux me voir sur LinkedIn. Sinon sur Evolise. Hein. Ok. Voilà. On mettra toutes les descriptions en barre d'infos. Et puis en tout cas, merci beaucoup pour cet épisode. C'était un plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode, mes chers amis du podcast Les Geeks des Chiffres. J'espère que vous avez kiffé. Comme moi, j'ai aimé échanger avec notre cher François. N'hésitez pas à mettre des avis 5 étoiles, enfin des notes 5 étoiles partout. Ça donne la pêche, la motivation. On est content. La banane. Et puis ça donne la banane, exactement. En tout cas, mille merci à tous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.